Le mardi 23 août 2016 était le 28e anniversaire de la disparition de l'artiste El Hadj Taya. De son vivant, il était un pionnier de la musique moderne et premier président de l'Association nationale des acteurs, compositeurs et interprètes de la musique moderne nigérienne. Présent à la cérémonie, Omar Haddadi, ancien ministre de la Culture, n'a pas manqué de relater le bon souvenir vécu avec le feu El Hadj Taya. J'ai travaillé avec El Hadj Taya à l'école normale de Zander. À l'école normale de Zander, il était en seconde et moi, c'est après le bac, j'étais en formation. Alors, comme je vous l'ai dit, j'avais toujours ma guitare dans ma piole. Donc, il venait régulièrement chez moi, dans ma piole, donc pour apprendre à jouer à la guitare. Donc, c'est comme ça que même dans les soirées culturelles, il aimait chanter. Et il avait une voix vraiment, comme je l'ai dit, une voix de cigale, une voix de star. Quant au docteur Maman Garba, il fut de son vivant un auteur-compositeur, artiste-interprète, ethnomusicologue et premier président du CFPM El Hadj Taya. Ce dernier a créé en 1994 le musée des instruments de musique traditionnelle nigérienne. Cet acte inoubliable a poussé les autorités en charge de la culture à baptiser ce dit musée Dr Maman Garba. La ministre de la Renaissance culturelle par intérim a rendu un hommage mérité à ces deux illustres hommes disparus. El Hadj Taya et Dr Maman Garba cadre fort opportunément avec le volet culturel du programme de Renaissance 2, cher à son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, qui fait de la culture un des leviers devant favoriser et promouvoir les changements nécessaires à l'émergence d'une société. Je voudrais rendre hommage à nos vaillants artistes et les encourager à continuer à s'engager aux côtés des responsables de mon département ministériel afin que nous fassions de la renaissance culturelle une réalité. Retenons aussi que cette cérémonie s'est déroulée en présence de la famille de ces deux disparus. Enfin, les artistes de leur côté ont fait plusieurs prestations culturelles en vue d'immortaliser les œuvres de ces derniers. La Grande Muraille Verte est un projet développé par les pays africains pour affronter les effets préjudiciables tant socio-économiques qu'environnementaux de la dégradation des terres et de la désertification dans le Sahara et le Sahel. Un programme qui est désormais considéré comme un outil de programmation pour le développement rural. Depuis des décennies, les pays du Sahel sont de façon individuelle ou souvent simultanée frappés chaque année ou tous les 2 ou 3 ans de ces phénomènes de cette désertification. Et chacun des pays individuellement, avec ses différents partenaires, prend des initiatives pour pouvoir s'adapter à ces effets. En contribuant à l'amélioration des revenus des populations locales, la Grande Muraille Verte est ainsi une réponse aux effets combinés de la dégradation des ressources naturelles et aux épisodes de sécheresse dans les zones rurales. Depuis 2011, sur le budget national, c'était 500 millions de francs CFA qui ont été dégagés pour s'occuper uniquement de la mise en œuvre de cette initiative-là au Niger. Les 500 millions de départ-là nous a servi d'avoir ce local, là où nous sommes, mais également de faire des réalisations sur le terrain. Et chaque année, sur le budget national, le Niger continue à allouer des ressources, donc tenant compte de l'ensemble de la situation économique globale. Mais je dirais en résumé, en tout cas jusqu'en décembre 2015 passé, je dirais c'est quelques 2 milliards de francs CFA qui ont été mis à la disposition de l'agence par le gouvernement du Niger. Et ça a servi à continuer à faire le fonctionnement de cette agence-là qui était initialement une cellule. Donc je vous ai dit qu'elle était devenue une agence en mai 2015 passé. Depuis l'avènement de la Grande Muraille Verte au Niger,
Plusieurs efforts ont été réalisés par les projets d'appui à la mise en œuvre de la Grande Muraille. Et ces actions ont concerné les activités de conservation des eaux et des sols et de reboisement pour augmenter les productions agricoles, pastorales, forestières et halieutiques, mais aussi pour renforcer les capacités organisationnelles des bénéficiaires à mieux gérer et valoriser les réalisations effectuées. Rencontre de haut niveau et regroupé 15 pays membres de la CEDEAO. Le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest est une plateforme de cette institution avec comme mission de canaliser les énergies de la société civile vers une intégration ouest-africaine. Ainsi, la 6e édition qui s'est tenue à Abuja du 15 au 16 août dernier a procédé au renouvellement du comité exécutif à l'issue duquel notre compatriote, le président du MOJEDEC, a eu l'honneur d'occuper désormais le poste de représentant des jeunes. Lors de ce forum, il a été fait la revue des actions du FOSCAO. Il a été fait des recommandations pour la CEDEAO et il a été aussi, on a procédé au renouvellement du comité exécutif du FOSCAO. Donc le comité exécutif qui est l'organe moral de la structure a été renouvelé pour un mandat de 2 ans. Et par la grâce d'Allah, le Niger a pu faire partie du comité exécutif à travers notre personne, notamment en tant que représentant des jeunes de l'Afrique de l'Ouest. L'élection d'Abou Zaidi honore un pays à plus de 75% de la jeunesse, mais l'accompagner, c'est encore mieux. Le choix du Niger et de notre personne a été facilité face notamment à travers les actions que nous avons eu à mener ici au Niger, à travers notre association MOJEDEC, à travers notre collaboration avec beaucoup des organisations de jeunesse et aussi avec notre contribution au groupe thématique jeunesse et emploi du FOSCAO. Maintenant, les défis sont énormes parce que le volet jeunesse et emploi du FOSCAO a été toujours marginalisé. Ça n'a pas beaucoup été connu. Et jusque-là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ne connaissent même pas qu'il y a une structure qui est là, qui travaille dans ce sens. Donc, notre mission, en tant que représentant des jeunes de l'Afrique de l'Ouest, c'est de travailler à ce que les groupes thématiques jeunesse soient actifs et de résultats dans les 15 États de la CEDEAO. Rappelons que le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest a été créé en 2003 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il vise à servir de parapluie aux organisations de la société civile. Abou Zaidi a pour mission d'initier des projets et programmes pour former, sensibiliser et informer la jeunesse ouest-africaine pour que cette dernière soit porteuse des idées d'intégration, de paix, de solidarité, de démocratie, de bonne gouvernance et de droits humains, conformément à la vision 2020 de la CEDEAO. Moi, mon opinion, c'est une déception. Oui, d'abord une déception parce qu'ils viennent au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Moi, je ne sais pas ce qu'ils qualifient de l'intérêt supérieur de la nation. Ils viennent pour participer à la gestion du pouvoir et sauver le pays de l'ornière. Je ne sais pas, c'est en accroissant les masses salariales, c'est en accroissant les dépenses de l'État qu'on pense conjurer les demandes de la pauvreté, de l'injustice, des inégalités, je ne sais pas sincèrement. Et donc du coup, moi, mon attente, c'est que je n'attends fondamentalement pas grand-chose de ce nouveau copinage, de ce nouveau mariage PNDS, MNSD. Moi, ma conviction est qu'ils ne viennent pas pour fondamentalement changer quelque chose, ils viennent juste pour accroître les dépenses de l'État. Dans tous les cas, c'est nous qui ne comprenons que dalle. Et bon, voilà. Et ça, les conséquences de cela sont immédiates. Il y a
l'appauvrissement des caisses de l'État, il y a la politisation, la forte politisation de l'administration. On voit comment les choses se passent. Le recrutement, c'est parce qu'il y a beaucoup des injonctions, tout ça là, le recrutement à la fonction publique, ses parents, amis et connaissances. Ce nouveau gouvernement, à mon avis, doit être un gouvernement de travail, un gouvernement qui doit donner un exemple au peuple nigérien. Certes, la renaissance culturelle dont parle le président de la République, et si on peut se permettre, c'est d'abord une éducation de caractère et un changement de comportement. Et que ce changement doit être d'abord impulsé par d'abord le président de la République, les membres du gouvernement. Et ce gouvernement qui doit être mis en place doit tenir compte des aspirations du peuple nigérien. Et que le gouvernement, le président de la République, crée les conditions de contrôle et de sanctions pour tous ceux qui auront à faire dans la mission qui leur sera confiée. Par rapport au nouveau gouvernement, dans tous les cas, même quand ils vont mettre un gouvernement, c'est un gouvernement qui va atteindre ce paroxysme et qui va s'effondrer. Parce que le fait que le MNSD a regagné le pouvoir, moi je crois que ce n'est pas pour défendre l'intérêt des Nigériens. C'est pour aller chercher leurs intérêts masquins et égoïstes. Et je ne pense pas s'ils vont avoir les intérêts qu'ils pensent. Et ils vont former le gouvernement, ils vont faire la coalition. Et c'est une coalition qui va s'effondrer parce que ce n'est pas une coalition qui est fondée sur des principes véritables. En ce qui concerne mes attentes, j'aimerais premièrement que ce gouvernement soit en tout cas la résultante d'une procédure, en tout cas basée sur des ambitions patriotiques. Je voudrais sincèrement que ce gouvernement soit un gouvernement motivé par le travail ensemble pour l'unique, en tout cas, souci de développer ces pays. Et cela ne peut être possible que lorsque ces gens, ou bien ces politiciens qui ont décidé d'être ensemble, que lorsque, en tout cas, qu'ils arrivent à être porteurs, en tout cas, des bonnes politiques de développement. Du 19 au 23 août dernier, s'est tenue à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne, la réunion annuelle des ministres de la Santé de la région africaine de l'OMS, couplée à la 66e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Une nouvelle stratégie régionale sur la réglementation des médicaments et les produits médicaux contrefaits a été adoptée lors de la 66e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, réunie mardi à Addis Abeba, adoptée sur proposition du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Cette stratégie vise à renforcer les agences nationales de réglementation de la vente des médicaments afin de leur permettre de réduire les risques liés à l'utilisation des produits médicaux contrefaits. Plusieurs pays africains sont concernés par le fléau de la vente des faux médicaments, ainsi que d'autres produits médicaux factices dans les rues, au marché, sans respect des conditions de conservation. Ces produits de mauvaise qualité sont responsables de la mort des millions de personnes à travers le continent. Selon l'OMS, la mauvaise qualité des médicaments et les produits contrefaits provoque la perte de confiance chez les professionnels de la santé, des fabricants pharmaceutiques et des distributeurs légitimes des produits. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, les pays africains s'engagent à mener une surveillance efficace des produits médicaux circulant dans les marchés d'ici 2018. Cette stratégie vise également à protéger la santé des populations, à renforcer les autorités de réglementation pharmaceutique afin de s'assurer que seuls les produits médicaux sans danger, de bonne qualité et efficaces sont disponibles dans les pays. Selon le directeur général de l'OMS, cette stratégie sera accompagnée par des moyens techniques et financiers afin de permettre au pays de relever le défi de la lutte contre le fléau des médicaments contrefaits. Ainsi, des évaluations seront menées dans chaque pays pour voir l'impact de la stratégie à la fin de chaque année. Initiée par l'UNESCO en 1998, la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition rend hommage chaque année le 23 août aux millions d'hommes, de femmes et d'enfants victimes de l'esclavage. En effet, c'est dans la nuit du 22 au 23 août
1791 que des hommes et des femmes arrachés à l'Afrique et mis en esclavage se sont insurgés contre le système esclavagiste pour obtenir la liberté et l'indépendance de l'Haïti, obtenue en 1804. Cette révolte a marqué un tournant décisif dans l'histoire humaine dont l'impact fut considérable pour l'affirmation de l'universalité des droits humains dont nous sommes redevables. Leur courage nous impose des devoirs. C'est pourquoi l'UNESCO célèbre en ce jour la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition afin de rendre hommage à tous ces combattants de la liberté et perpétuer en leur nom l'enseignement de cette histoire et les valeurs qu'elle porte. L'aboutissement de ce combat mené par les esclaves eux-mêmes est une source inépuisable d'inspiration pour lutter aujourd'hui contre toutes les formes de servitude, le racisme, les préjugés, les discriminations raciales et les injustices sociales héritées de l'esclavage. Cette date symbolise le fait que les esclaves ont été les principaux acteurs de leur libération et permet de se souvenir de l'emblématique insurrection qui libéra l'île de l'esclavage et favorisa la création de la première république noire. Elle inscrit dans la mémoire de tous les peuples du monde la révolte des esclaves de Saint-Domingue, aujourd'hui appelée la République d'Haïti et la République dominicaine, qui a joué un rôle déterminant dans l'abolition de l'une des plus extrêmes violations des droits de l'homme dans l'histoire de l'humanité. Cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples conformément aux objectifs du projet interculturel de l'UNESCO, la route de l'esclave. Elle doit être l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées pour l'Afrique, l'Europe, les Amériques et la Caraïbe. C'est pourquoi nous pensons qu'au-delà de ces réflexions, la célébration de cette journée doit être l'occasion pour l'Afrique d'exiger les réparations des torts et préjudices causés par cette tragédie. À quelques semaines de la célébration de la fête de Tabaski, l'on constate déjà une forte abondance de moutons au niveau du marché des bétail, où les revendeurs sont très actifs. Quand vous tournez le marché, vous allez voir qu'il y a une abondance. Il y a assez d'animaux. Les animaux rentrent par quantité. Le prix, en tout cas, il y a une baisse pour le moment. Il y a une baisse de prix. Quand on regarde le taux de croissance, quand on fait une estimation, on constate que vraiment cette année, il y a l'abondance. Il y a bon nombre de quantités. Bon nombre de quantités de bétail qui rentrent par rapport à l'année passée. Cette année, les autorités de la région de Niamey ont décidé d'interdire le marché informel de vente de moutons dans la ville de Niamey. Une situation qui explique ces bourrages de moutons au niveau du marché et qui ne satisfait pas les revendeurs. Il y a des bétails en abondance parce que ça provient des 4 coins du pays, dont le Zaramganda, Baleyara, Gwalam, mais aussi en dehors de notre pays, comme le Nigeria. Le seul problème que nous rencontrons cette année est le fait que les autorités ont empêché nos enfants qui circulent dans la ville pour vendre. Car il y a certains de nos clients qui ne veulent pas venir au marché. Pour l'instant, malgré la disponibilité des moutons, le marché des 3 coups ne connaît d'ambiance à cause de la rareté des clients. L'aspect vestimentaire d'une manière générale a un impact positif pour la population. Ceci pousse la population à amener des tissus, basins et pagnes chez les tailleurs, surtout à l'approche des fêtes, dont celle de la Tabaski. Par rapport aux années passées, il y a une évolution, mais néanmoins, il y a beaucoup de facteurs. Les facteurs sont ceux que vraiment on est dans des difficultés maintenant, quoi. Les clients viennent bon. Le travail, ça va très bien chez nous ici. On ne se plaint pas des clients.
Les clients aussi ne se plaignent pas de nous quand on les donne faux rendez-vous. Qu'ils viennent, on fera les coucher. Malgré les multiples dépenses, les tailleurs continuent à recevoir les clients. Ça, les prix, c'est en fonction de la qualité du travail. C'est en fonction de ça. Quand tu veux quelque chose de bien, de joli, que tu veux faire bonne impression, il faut nécessairement mettre le prix. Mais quand même, c'est abordable. C'est à la portée de tout le monde. C'est pas trop excessif. Mais quand même, en fonction de certains types de couture, ça évolue le prix. C'est en fonction de ça. Ainsi, l'on constate une rareté de la clientèle chez les professionnels de la couture par rapport à celle de la fête du Ramadan. Importés essentiellement des pays de la sous-région, notamment le Maroc, le Burkina Faso et le Nigeria, les fruits sont disponibles ces derniers temps à Niamey, surtout au niveau du petit marché et au château 1. On vend la papaye, banane, ananas et des oranges. En tout, tous les fruits de Cameroun, on a tout ça ici. Bon, il y a des autres qui viennent au Burkina, Bénin, Nigeria et Maroc aussi. Les clientèles, on a tous les clientèles ici qui viennent parfois, on discute toujours avec les clients si le prix est monté un peu. Ils nous demandent de diminuer, on l'explique que vraiment c'est de là-bas, nous on nous a acheté cher quoi. Bon, pour le moment vraiment c'est moins cher, tout est moins cher maintenant. Banane on le vend ça à 700, 600. On achète les cartons à 12 000, 11 500, 11 000 aussi. Bon, le raisin ça c'est par caisse, vous voyez comment les caisses sont. On prend le caisse, le kilo de raisin pour le prix d'achat à 3 000 ou 3 500. On le vend à 4 000. Ça aussi, ça vient de les caisses. Il y a plein de caisses ici en bas au Cachat. Ça aussi, ça vient du Maroc. Bon, le kilo, on vend ça à 1250, 1500. Bon, ça dépend de comment on a trouvé qu'on peut vendre. Il y a le poire aussi qui veut presque venir avec le pomme. C'est parce que l'arrivage n'est pas arrivé. Vous êtes comme ça, vous avez trouvé tout ça. Ça, c'est du poire. Une abondance qui enchante les consommateurs, surtout que certains d'entre eux confirment que les prix sont à leur portée. Je suis venue acheter des fruits et légumes pour qu'on puisse manger varié et équilibré à la maison. Orange, aubergines, concombres, tout ce qu'il y a en fait, tout ce que vous voyez ici. Ça dépend si on est blanc ou si on n'est pas blanc. Il faut savoir négocier, mais pour moi c'est très abordable. Fruits, j'ai acheté que des oranges pour l'instant. Souvent quand c'est la période des mangues, on achète des mangues, mais là j'ai acheté que des oranges. J'ai acheté 500 francs le kilo. Le prix comme d'habitude, ça monte, ça descend. Actuellement ils ont dit 700 et j'ai pu l'acheter à 600 francs le kilo. Très riches en vitamines, les fruits sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Cependant, cette importation doit interpeller à plus d'un titre les autorités en charge de la question, plus particulièrement en mettant l'accent sur la culture de contre-saison. Depuis le début du XXIe siècle, une coopération sino-africaine pragmatique prend un essor prodigieux dans tous les domaines. En 2014, le volume du commerce bilatéral a dépassé les 220 milliards de dollars et celui des investissements chinois en Afrique a dépassé les 100 milliards de dollars, soit respectivement 22 et 200 fois ceux de l'an 2000. Les marchandises chinoises ont un très bon rapport qualité-prix. Des objets d'usage quotidien, tels que habits, chapeaux et jouets, aux équipements de communication, machines, automobiles et produits électroniques, ils sont très bien accueillis en Afrique et ont beaucoup amélioré les conditions de production et de vie des pays africains. Talking about the Chinese products, I'm a liberal man who believes in the positives and negatives. Widely on the marketplace, it is known that Chinese products are always suiting or fitting every level of individuals. That is, to the rich, they can find something from the Chinese products, and for the poor, they can find something too
from the products. So that means, to me, it has been able to cover quite a wider variety or wider range of people's expectations. Aujourd'hui, les coopérations sino-africaines prennent un nouvel essor. Des échanges de marchandises à la sous-traitance, de la coopération en matière de capacité de production au transfert technologique, des travaux forfaitaires à l'investissement, de l'exploitation à la coopération financière pour réaliser un développement commun. Les pays africains cherchent à accélérer leur industrialisation et modernisation. La Chine mène un réajustement structurel économique et une rénovation de son industrie. Les deux parties ont des stratégies semblables, des besoins mutuels et une complémentarité des atouts. Elles font face à une opportunité historique pour leurs partenariats industriels. Les peuples chinois et africains espèrent que leur amitié traditionnelle sera une force motrice pour leur coopération et leur développement et apportera encore plus de bénéfices au peuple. L'Afrique possède de riches ressources naturelles et humaines et un marché à fort potentiel. La Chine possède non seulement un atout matériel en termes de fonds, de techniques, de compétences, d'équipements et de capacités de production, mais aussi et surtout un atout politique pour soutenir le développement africain. La coopération sino-africaine est à un moment idéal pour réaliser de nouveaux progrès. En 2013, Hisense, l'un des plus grands fabricants chinois d'appareils électroménagers, et le Fonds de développement Chine-Afrique ont investi ensemble 30 millions de dollars pour construire au Cap en Afrique du Sud des lignes de production de téléviseurs et de réfrigérateurs. Actuellement, elles peuvent produire 1700 télés et 1200 réfrigérateurs par jour. From experience from that TV of my son, it's very good product, it's very good. And the TV plays every day and it's playing games on the TV without any problems. Hisense embauche plus de 600 employés locaux qui ont fabriqué en 2015 270 000 télés et 210 000 réfrigérateurs pour le marché africain. Des lignes de production au service après-vente, Hisense essaie de réaliser la localisation de son entreprise. Il est certain que les avantages de la marque dépendent de la bonne qualité des produits et services. 作为一个品牌长期在这个南非发展的话，如果有工厂，相对来说对不单是增加当地的这种就业，另外的话对当地也是一种很好的这种承诺。对用户、对消费者来讲的话，也是感觉你品牌有工厂，有作为一种长期投资、长期发展，更加信任你，更加这个倾向于购买你的这种产品。 We welcome much more investment from China in the manufacturing area. Hisense has proven that it can be very successful when a company invests from China and the government supports that investment. But not only that, it also creates the opportunity for us, a bigger emphasis on a clustering approach for manufacturing, so that firms that can supply to Hisense can also establish themselves here and in that way increase the manufacturing footprint of the country. Ces dernières années, les investissements réciproques sino-africains augmentent rapidement. La coopération sino-africaine en matière de capacité de production accélère l'industrialisation de l'Afrique. Le gouvernement chinois soutient les entreprises chinoises pour qu'elles établissent des zones économiques et commerciales en Afrique. Celle-ci joue un rôle crucial pour attirer les investissements chinois et promouvoir l'industrialisation en Afrique. Voici la zone industrielle orientale d'Éthiopie. C'est la première zone économique et commerciale nationale construite par la Chine en Éthiopie. La zone industrielle orientale, construite en 2009, apporte une aide considérable à la croissance économique, l'emploi et l'exportation de l'Éthiopie. Inclus dans le programme de développement durable et de réduction de la pauvreté, la zone a été classée par le gouvernement éthiopien comme projet privilégié du plan du développement industriel. 做的最大的贡献、最大的成就，就有4000人在我们工厂工作
很稳定，有收入，解决了4000个家庭，更重要4000工人的在我们这里生活啊，早餐、中餐、晚餐以及包括交通，我们都给他做服务，不只是这企业的效益，我觉得有一种成就感。In our planning, we give a substantial focus to attract foreign direct investment across the world, and especially from China, both in leather and leather product, and textile, apparel, and agro-processing, and metal, metallurgy, and engineering industries. Voici le désert sur la rive ouest du canal de Suez. Désormais, pendant leurs vacances, les habitants de la ville de Suez vivent de nouvelles expériences. Cette scène n'est pas fréquente dans le désert du Sahara. C'est la zone économique et commerciale Chine-Égypte de Suez, construite par le groupe TEDA de Tianjin. Pendant les 30 ans écoulés, le mode de fonctionnement des zones industrielles s'avère l'une des clés de l'essor économique chinois. Aujourd'hui, ce mode prospère en Afrique. La zone de Suez est devenue la zone industrielle aux investissements les plus importants d'Égypte et d'Afrique, avec une 60aine d'entreprises implantées et 900 millions de dollars d'investissements effectifs. Elle a créé plus de 2000 emplois. Pour les Égyptiens, cette zone est un véritable point de départ pour leurs rêves. En 2016, une fois le nouvel an chinois passé, le président Xi Jinping et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont inauguré ensemble la deuxième partie de la zone économique et commerciale Chine-Égypte de Suez. La zone entre dans sa phase de construction générale. De leur côté, les investissements africains en Chine augmentent aussi considérablement. Le deuxième fabricant de bière mondiale, le sud-africain SABMiller, a investi dans China Resources Breweries et détient 49% de ses actions. Le groupe sud-africain Naspers a investi dans Tencent. La valeur des actions qu'il possède dépasse 66 milliards de dollars. C'est l'investissement le plus réussi d'un média étranger en Chine. La Chine s'efforce d'aider l'Afrique à augmenter sa capacité de production agricole et à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire. La Chine a construit 23 centres pilotes des technologies agricoles, envoyé 1700 agronomes et 10 000 techniciens en Afrique et a accueilli plus de 3000 techniciens agricoles africains en Chine pour leur formation afin de transférer les compétences et technologies en Afrique. Le centre pilote des technologies agricoles chinois en Zambie travaille activement à populariser au sein des paysans locaux les techniques de culture du maïs et des champignons comestibles ainsi que l'utilisation de petits outils agricoles. Depuis 2012, le centre a formé environ 800 paysans locaux. Beaucoup d'entre eux ont déjà appliqué les techniques enseignées par les agronomes chinois dans leur production quotidienne et ont obtenu de bons bénéfices. I want to thank the Chinese government for partnering with University of Zambia to set up this agricultural training and demonstration center. I'm very proud of this. This is a center that is training Zambians. And China is not taking anything through this center back to China. Instead, they are bringing skills which are being used in Zambia. I expect that this center will play a very significant role in agricultural development of Zambia. Les hybrides de riz à haut rendement que les paysans locaux plantent sont développés par le scientifique chinois Yuan Longping. Actuellement, le riz hybride est popularisé à Madagascar et au Libéria. Les hybrides de riz développés par Yuan Longping, ayant alimenté les Chinois, sont en train d'aider les pays africains à augmenter leur production de riz et à réaliser leur autosuffisance alimentaire. À Madagascar, le riz pousse à merveille sur de grandes étendues. La culture du riz à Madagascar date d'il y a plus de 300 ans. C'est la plus ancienne région productrice de riz en dehors d'Asie. Ces dernières années, de plus en plus d'agriculteurs locaux ont choisi les variétés hybrides venant de Chine. 非洲产量很低的，每公顷就是1.5到2吨。我们杂交随便种的就是5、6吨、7、8吨。
高产的10吨，是它的3倍、4倍、5倍，很有前途。比较成功的就是马达加斯加，面积比较大了，是吧？增产幅度比较大。Le gouvernement chinois encourage aussi les entreprises agricoles chinoises à investir dans les pays africains comme le Mozambique, la Zambie, l'Angola et le Malawi pour les aider à exploiter les céréales et les cultures de rapport, créer des emplois et augmenter l'exportation. Au Malawi, les entreprises chinoises développent la production et la transformation de coton en coopération avec les paysans locaux avec 30 millions d'investissements. Durant les saisons de culture, elles vendent les graines, les engrais et les insecticides et promeuvent les technologies de cultures avancées aux paysans, tandis que durant les saisons de récolte, elles achètent le coton à ces derniers, de sorte que plusieurs centaines de milliers de paysans locaux ont pu réaliser du profit l'année même. Depuis longtemps, la Chine est toujours prête à aider l'Afrique dans ces moments difficiles. Elle lui a procuré des aides alimentaires d'urgence. Ces actions prouvent que la Chine et l'Afrique sont de bons amis, de bons partenaires et de bons frères. En 2011, la Chine a fourni aux pays de la Corne de l'Afrique, touchés par la sécheresse, une aide alimentaire et une aide financière dont la valeur totale dépassait les 400 millions de yuan. Sous l'impact d'El Niño, l'Afrique fait face à sa plus grave sécheresse depuis 30 ans. Plus de 35 millions d'Africains sont touchés. En décembre 2015, au sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africaine, le président Xi Jinping a annoncé une aide alimentaire d'1 milliard de yuan aux pays africains touchés par El Niño. En janvier 2016, lors de sa visite en Afrique, le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a annoncé des mesures d'aide concrètes aux pays concernés. Les entreprises chinoises en Afrique travaillent aussi activement à remplir leurs responsabilités sociales. Elles protègent l'environnement local, financent des écoles, creusent des puits, construisent des routes et des hôpitaux afin d'améliorer les conditions de vie et sanitaires des locaux. Le chemin de fer Mombasa-Nairobi au Kenya est en cours de construction. Il traversera plusieurs parcs nationaux du Kenya, ce qui entraîne des exigences importantes pour la protection des animaux et de l'environnement. Aider le Kenya à construire un chemin de fer de haute qualité et en même temps protéger l'environnement local, telle est la promesse des constructeurs chinois de chemins de fer. En mars 2016, CRBC a publié son rapport de responsabilité sociale pour le projet du chemin de fer Mombasa-Nairobi. C'est le premier rapport de ce genre publié par une entreprise chinoise à l'étranger. En fonction des itinéraires des animaux procurés par l'administration de la protection de la faune sauvage du Kenya, le chemin de fer Mombasa-Nairobi possède 14 passages, 600 canaux couverts et 61 ponts pour les animaux. Dans les parcs et terres humides, des barrières sont également installées au bord des rails pour protéger les animaux des wagons. Le projet du chemin de fer Mombasa-Nairobi a créé plus de 30 000 emplois locaux. Selon les statistiques de la Banque mondiale, 78% des travailleurs participant directement à la construction sont kenyans. Ce taux atteindra 95% si on compte aussi ceux qui y participent indirectement. The Chinese make a project here. Our people go and work in there, and the Chinese also help us for the water, because before we have no water near here, but now our people get water near to the site there. So we are so very happy to the railway come this way. En Zambie, où les fleurs s'épanouissent toute l'année,
CNMC, dans l'esprit du développement vert, s'efforce de construire une entreprise écologique. Depuis son entrée en Zambie il y a 17 ans, le groupe a investi plus de 2,6 milliards de dollars et créé 14 000 emplois, remplissant activement sa responsabilité sociale. Jusqu'ici, le groupe a fait différents dons à hauteur de plus de 20 millions de dollars. L'hôpital d'amitié Chine-Zambie, construit par CNMC, outre les soins médicaux gratuits fournis aux employés locaux du groupe et à leurs familles, sert aussi les communautés locales. En 2011, le groupe a financé l'Action Lumière en Zambie, grâce à laquelle 109 patients pauvres atteints de cataracte ont retrouvé la vue. De plus, le groupe finance aussi les communautés et tribus locales pour la construction des routes, murs d'enceinte et salles d'attente dans les stations, gagnant ainsi une bonne réputation pour les entreprises chinoises en Zambie. 从这个矿山的这个资源的开采到冶炼加工，这也是为了这个把最大的产品的增值留给赞比亚，解决它的就业、税收，给社会做贡献，而且完善它的工业产业链。同时呢，有借咱们国内提出的走出来的战略，建设境外合作区这么一个东风成立了赞比亚中国经济贸易合作区，这也是我国在非洲建立的第一个经贸合作区。This is very significant. It's significant because it's supporting our industrialization. It's significant because it's also contributing to job creation. And for us as Zambians, job creation is paramount. We have a very high figure of unemployed Zambians. We want to improve their standard of living, the quality of life, and you can only do that by job creation. There is no doubt that Chinese investors have been sustainable. They have not been here today, gone tomorrow. They have remained with us in difficult times and in good times. La Chine et l'Afrique, l'une est le plus grand pays en voie de développement du monde. L'autre est le continent qui abrite le plus de pays en voie de développement. Leur union engendrera sans aucun doute des opportunités énormes. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises chinoises s'installent dans les pays africains et participent à leur développement. Dans cette nouvelle époque, la coopération sino-africaine dépasse l'aide unilatérale et est tournée vers le bénéfice mutuel. Les entreprises chinoises et africaines s'efforcent de promouvoir une coopération gagnant-gagnant. Le peuple chinois et le peuple africain s'engagent à transformer leur amitié sincère en prospérité commune. La coopération sino-africaine continuera à rayonner dans le futur.